Et bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un bond dans le temps au tout début des années 70 en Provence et plus précisément sur notre belle Côte Bleue qui avait à l'époque des airs de Californie. Dixit, notre invité, Robert Roch Rossi, bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir sur ce plateau, de vous revoir. Vous venez régulièrement nous parler de vos livres. Alors là, il s'agit d'un roman, justement. Le voici, le voilà, avec cette belle couverture et cette photo d'époque, si j'ose dire, aux éditions Le Fiou-Pellant, La Californie. Alors, on en parlera tout à l'heure, justement, de cette époque un petit peu dorée, puisque avec celle qu'on vit en ce moment, on a envie de se changer les idées. Et c'est bien l'occasion, justement, avec ce roman. On rejoindra également Marie-Blanche Cordoue, qui s'installera dans quelques petites minutes sur ce plateau pour sa sélection littéraire de la semaine. Et elle aussi nous fait voyager et nous fait nous changer un petit peu les idées. Chaque semaine, c'est Aurélie Reich. Comment ça va, Aurélie? Très bien, merci. Alors, quelle balade au programme aujourd'hui? Un bouquet de couleurs du côté de Ville-sur-Ozon, Mormoiron, à la découverte des ocres et des carrières. Ça fait du bien, c'est hyper dépaysant ces paysages-là. Bon, voilà pour le sommaire, pour le programme de cette émission. Mais tout de suite, alors on s'y plonge. Dans ces années 70, Robert, on a un peu du mal à imaginer que finalement les plages de la Côte Bleue avaient un air de Californie. À quel niveau? Racontez-nous. Alors, des Californies, il en existait de partout dans le monde, en fait. C'est-à-dire, il y a eu cette influence du mouvement issu de San Francisco. Les hippies. Voilà, les beatniks, et la Beat Generation. Ouais. Et donc, c'est après 68, début des années 70, donc il y a tout ce mouvement que je dirais d'émancipation qui se propage dans le monde, et notamment chez nous. Sur la Côte Bleue. À Marseille, sur la Côte Bleue. Mais là, on parle de la Côte Bleue. Voilà, là, on parle de la Côte Côte Bleue, plus précisément de la plage de la Couronne. Exactement. Et du port de Carreau. Ouais. Alors qu'Aurélie connaît bien, puisque récemment, elle a fait une chronique où elle s'est baladée en mer, en bateau, et où elle a suivi justement toute la côte. Bon, alors, il va falloir s'y replonger, Aurélie. Moi, je vais me plonger avec vous. Imaginez donc des beatniks, comme nous dit Robert, avec des cheveux longs, un peu gras parfois. Ah oui. Ouais, souvent. Des palmiers. Assez négligé aussi. Assez négligé. Puisqu'il vivait dans une grotte. Il vivait dans une grotte, alors en marge totale de la société bien pensante de ces années-là. Mais quand même, ce mouvement d'émancipation qui a touché nos côtes aussi, on suit un jeune homme qui justement épris de liberté, qui a envie d'explorer le monde et d'aller un petit peu là où ses pas vont le guider, un petit peu au hasard. Est-ce que c'est vous, ce jeune homme? C'est un récit autobiographique? Alors, je suis parti d'une expérience personnelle. Ouais. J'avais 16 ans ou 17, je ne me rappelle plus exactement. Je m'ennuyais chez moi dans le 14e. C'était l'été, en plus, il faisait chaud, la il n'y avait rien à faire. canicule, tout ça. Et un copain m'appelle pour me dire « mais tu t'emmerdes chez toi, viens, nous on est sur la Côte Bleue ». Ses parents avaient un cabanon près de la plage de Sainte-Croix, un ancien blocos réaménagé en cabanon. Et donc je suis parti, sauf que je n'ai pas pu, donc j'ai pris le train, et je n'ai pas pu dormir dans le cabanon. Ils vous y ont parce pas que invité. J'avais les cheveux trop longs. Moi aussi j'étais sale, voilà. Et donc j'ai dormi dehors, et après cette expérience, je me suis dit je ne vais pas rester là. Et je me suis orienté presque naturellement vers la plage de la Couronne, que je connaissais bien sûr avant. Et j'ai rencontré là cette bande de beatniks. Et après, là, ça part dans le roman. Et vous parce partagez en revanche, oui, ils m'ont amené dans la grotte, parce que à la fin de la journée, j'ai passé une journée avec eux, et à la fin de la journée, ils m'ont dit, je leur ai dit, mais je vais reprendre le train pour rentrer à Marseille. Ils m'ont dit, non, mais dors avec nous dans la grotte. La grotte, qu'est-ce que c'est? Et ils m'ont fait dormir dans la grotte, mais le lendemain, je suis parti. D'accord. En revanche, il y a quelques années, en faisant en écrivant mon histoire du rock à Marseille, j'ai rencontré Phil Spectrum, qui était le clavier de l'Eda Atomica, et chaque fois, je demandais aux musiciens de me raconter un peu leur parcours, et il me dit, voilà, quand j'étais jeune, j'étais sur la plage de la Couronne, on appelait ça la Californie. Dans la même grotte? Oui, c'était la même grotte, mais je ne le connaissais pas, moi, je l'ai connu plus tard en tant que musicien. Et donc, ça m'a fait tilt. Et alors, j'ai cherché à retrouver les survivants de cette bande
je les ai rencontrés pas cet hiver, l'hiver précédent. Ouais. Et donc, ils m'ont raconté toutes leurs aventures. Incroyable. Passionnantes, voilà, que je connaissais absolument pas. Ouais. Et donc, là, mon personnage qui part d'une expérience personnelle, évidemment, après, c'est du roman, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous vous estimez peut-être chanceux d'avoir connu cette jeunesse-là où l'insouciance, la liberté primait par rapport aux jeunes actuellement qui vivent à l'heure du Covid, des attentats, du chômage. Enfin, c'est vraiment un choc. Il y a une crevasse entre ces deux époques. Hein. C'est carrément thèse et antithèse, je Ouais. dirais. Parce que là, nous, en plus, hier, on m'a dit, le problème, c'est que c'est l'absence de futur. C'est-à-dire que le futur est bouché. Nous, à l'époque... Tout était possible. Non, mais surtout, on pensait que le monde allait aller mieux. Ouais. Qu'il y avait des mouvements d'émancipation dans le monde, il y avait le mouvement des non-alignés, qui allait changer le monde. Et donc, on était plein d'espérance. Aujourd'hui, on est complètement à l'envers, quoi. C'est la désespérance. C'est voilà. ça. Donc, une belle jeunesse, on peut le dire, en fait. Ouais, une belle époque pour grandir, pour évoluer. Là, en revoyant ces gars, là, j'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que vous retenez essentiellement de toutes ces années ? Les Allemandes. Oui, parce qu'il y avait la libération sexuelle aussi. Oui, aujourd'hui, il y a la remontée des intégrismes, du religieux, tout ça. C'est un carcan terrible. Quoi. Tout à fait, Voilà. ouais. Et vous suiviez de près justement tout ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. C'était des informations qui vous faisaient rêver, fantasmer. Alors c'était beaucoup par le véhicule de la musique. Oui, puisque à l'époque il y avait beaucoup moins de moyens de communication. Il n'y avait pas Internet forcément, donc on n'avait pas les infos en instantané comme maintenant. Donc la musique, vous y faites beaucoup allusion. Bien Dans sûr. chaque chapitre, il y a des textes de chansons qui sont retranscrits. Ça vous a nourri, ça a nourri l'artiste que vous êtes aujourd'hui ? Mais oui, en fait, moi personnellement, je me sentais par exemple pas spécialement musicien. Ce qui m'a fait me plonger dans la musique, c'est justement ce mouvement-là. C'est-à-dire, c'est plutôt ce courant véhiculé comme idée plutôt. Et quels sont les artistes qui vous ont guidé pendant ces années-là ? À nous, alors c'est pas. Il y en a plein là. Là, c'est plutôt les mouvements. Il y a beaucoup de références à Jenny Joplin, Grateful Dead, etc. Nous, on n'écoutait pas spécialement ça. On écoutait plutôt Led Zeppelin. Après Johnny Winter et Jimi Hendrix. Voilà. C'était un choc culturel à l'époque aussi, parce que là, il y avait carrément des courants musicaux qui ont été créés à cette époque-là, qu'on a... Oui. C'est une évolution du rock aussi. C'est-à-dire que, disons que dans les premiers temps, le rock a été une musique émancipatrice, je dirais, de libération. Libération aussi contre la ségrégation, pour la liberté sexuelle, etc. Et puis, dans un second temps, il s'est politisé à la fin des années 60, donc avec tout le mouvement Woodstock. Et là, on est plus proche de la Californie. Là, Et puis, c'était fédérateur aussi à l'époque, ces grands rassemblements, ces grands festivals qui ont fait rêver tout le monde. Ce sont eux qui vous ont donné envie de monter un groupe par la suite aussi ? Oui. Ben, c'est comme ça qu'on a fait Je des rappelle, groupes, en fait, vous êtes à l'origine du groupe Quartier Nord aussi, qu'on connaît bien à Marseille. Donc, double emploi pour Robert Roch-Rossi, auteur, musicien. Oui. Voilà, ça se rejoint. Ça se rejoint, oui et non, parce que j'allais vous demander justement ces deux disciplines complètement différentes quand même, l'écriture et la chanson. Vous vous épanouissez aussi bien dans l'un que dans l'autre ? Moi, en fait, dans le groupe, je suis plutôt celui qui écrit les textes. Oui, donc ça. Et après qui les porte, mais, je me sens plus auteur de textes qu'en tant que chanteur. Que chanteur. Donc, pour moi, c'est pas vraiment éloigné. Oui. Bon, deux activités tout aussi épanouissantes en tout cas. Aurélie, ça vous évoque quoi toutes ces années, ces musiciens, cette culture, la beat génération, comme nous disait fascination, Robert. parce que moi, c'était pas ma génération, bien sûr, mais il y avait effectivement, de ce que j'en entends et de ce que je vois, un vent de liberté qui était vraiment porteur et qui donne envie, vraiment.
pouvoir vivre quelque chose de C'est solide. une partie de la jeunesse, hein, parce qu'il y avait la jeunesse plutôt bien pensante, conformiste. Et donc là, dans le bouquin, il y a justement même un affrontement, disons, entre bandes de kecs, qu'on dit bandes de kecs qui venaient de Sainte-Marthe, et puis les beatniks, enfin les hippies, les babas. Comme on et alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, puisque vous disiez que vous les aviez revus dernièrement? Alors, ceux de la couronne, là, ceux qui ont survécu, je dirais, parce que, bon, la dope, il allait fort aussi. Ils vivent plus ou moins dans le même type d'esprit. D'accord, ils sont un peu marginaux aujourd'hui encore. Oui, c'est vrai. Okay, peut-être pas autant qu'à l'époque, mais oui, ils ont gardé... Ils ne se sont pas rangés, ils n'ont pas une petite vie rangée avec un emploi classique. Oui, ils ont été obligés de travailler quand même. Il y en a qui ont eu des enfants. Voilà. Mais ils sont restés quand même plus ou moins fidèles à cet esprit-là, oui, c'est vrai. À cet état d'esprit. C'est vrai. Bon, si vous avez envie, vous aussi, de vous y plonger dans cette Californie méditerranéenne, il faut se procurer ce livre, Robert Roch-Rossi, La Californie, aux éditions Le Fioupélan, édition bien locale aussi. Bon, merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas de vous entendre parler de cette époque. Je vous remercie, puis vous allez céder votre place à Marie-Blanche Cordoue, qui va pas tarder à nous rejoindre. On vous souhaite bon vent. Volontiers. Et vous reviendrez nous parler musique un autre jour peut-être, pourquoi pas, ou livre. Allez, on va maintenant partir avec Aurélie dans notre belle Provence. Idée de sortie peut-être pour ce week-end, pourquoi pas. Donc direction les Ocres de Mormoiron. Les Ocres de Mormoiron. C'est ça, voilà, à peu près à 2 heures de Marseille, 1h30 de Aix-en-Provence, en dépassant Avignon, direction du Mont Ventoux. Un dépaysement, encore une fois, absolument spectaculaire, les Ocres de Mormoiron. Mais alors, il y en a plein de carrières d'ocre, parce qu'on connaît celles qui sont dans le Luberon, Roussillon, mais celle de Mormoiron, moi, je n'avais jamais entendu parler. Tiens, Marie-Blanche qui nous a rejoint, comment ça va? Très bien, écoutez. Les Ocres de Mormoiron, ça vous parle? Non, je ne connaissais pas non plus. Non plus? Bon, c'est l'occasion, avec Aurélie, elle nous fait toujours découvrir plein de choses. Absolument spectaculaire, super balade qu'on peut diviser en fonction de son envie de marcher ou pas. Moi, j'ai fait la grande boucle, 4h30, 5h. On peut faire une petite heure. L'avantage quand on fait celle de 4 heures, c'est qu'on a une variété de paysages avant de se rendre dans le cœur du sujet. Mais c'est immense. On commence par un plan d'eau. Et puis on poursuit, on va grimper dans une forêt de très grands pins et de marronniers. Donc c'est vraiment un poumon vert, quelque chose de fabuleux avant d'arriver dans ces ocres. Et puis là, c'est vraiment une explosion de couleurs. On a des dégradés de rouge, de mauve, d'orange, de jaune. Principalement du sable. Tiens, une grotte, ça aurait pu à notre invité, ça. Et on a plein de grottes, c'est ça. On a des carrières à ciel ouvert, on a des canyons, et on a ces grottes dans lesquelles on peut rentrer, si on est très curieux, et avec une petite lampe, on peut s'aventurer vraiment profond. C'est vraiment... Il n'y a pas de chauve-souris, non? Moi, j'en ai pas trouvé. Alors, fais attention de ne pas trop s'appuyer parce que ça s'effrite. Mais on voit par exemple des dégradés de couleurs absolument exceptionnels. C'est magnifique, Et ça nous renvoie aussi, en tout cas moi, ça me renvoyait à un passé, une activité que je ne connais peu en fait, et que je trouve moins oppressante que, vous savez, les mines qui sont beaucoup plus profondes, où on n'a pas vraiment vous faites allusion en carrière, justement, d'ocre, puisqu'elles ont été exploitées pendant des années. Celle-ci aussi, donc. Oui, alors tout au début du XXe siècle, elles se sont arrêtées en 1967, ces exploitations. D'accord. Elles ont été laissées à l'abandon et en fait, après, la région a décidé d'en faire un lieu incontournable de visite. Et c'est fabuleux parce que, en tant qu'adulte, on est très curieux. Pour les familles avec les enfants, c'est fabuleux parce qu'il y a toutes les histoires, les jeux de cache-cache qu'on peut faire. C'est magnifique, c'est magique. Et pour les ados qui aiment bien crapahuter, on peut escalader, on peut grimper. Il y a vraiment des choses exceptionnelles. Et vous voyez vraiment, c'est ça que je trouve formidable, c'est ces couleurs que l'on retrouve à l'intérieur même, alors qu'on pourrait se dire que
avec l'humidité, la pénombre, on n'a pas cette chaleur, cette couleur-là. Et puis oui, alors voilà, il y a eu aussi beaucoup de poésie que j'ai pu trouver. Des artistes qui sont passés par là. C'est ça, des petites gravures qui ont été faites sur certaines façades. Il y en a qui se sont pris pour des hommes préhistoriques. Voilà, exactement. Avec un certain talent, parce que, comme je vous disais, ça s'effrite. Donc arriver à ce niveau de précision sans abîmer, c'est vraiment... très, très agréable. Donc le site est peut-être moins vaste que celui de Rustrel, mais regardez l'arbre en forme de serpent. Mais il y a vraiment des surprises absolument extraordinaires et ce plaisir de se perdre dans un décor, canyon. Au niveau du dénivelé, ça a l'air plat. Enfin, pour la marche, où il y a quand même des petits passages un peu plus compliqués. Oui, alors à l'intérieur même, non, c'est facile. C'est juste, on monte des talus, on descend. C'est bien. Si vous partez du plan d'eau, vous faites une boucle un peu plus grande, oui, il y a des montées. On peut avoir jusqu'à 400 mètres de dénivelé. D'accord. Hauteur, descente. À partir du canyon, on peut prendre un raccourci qui ramènerait au plan d'eau. Ouais. Là, c'est un peu plus acrobatique. D'accord. Mais il faut prendre son temps, je trouve. On a aussi des vergers, des champs de vignes. C'est quelque chose de très agréable et qui, au moment où il fera chaud, sera bienvenu parce qu'on a des endroits de fraîcheur qui peuvent pigmenter la balade. Est-ce que le site est payant ? Non. Non, contrairement là du coup Tout à fait. Roussillon, c'est payant, hein. Il y a un guichet à l'entrée. Roussillon étant attaché au village, oui, là on est vraiment en pleine nature. Et là on part d'où, vous nous disiez, Aurélie, le mais ça dépend, on peut se garer vraiment presque tout près du site, et là dans ce cas-là la balade fera 1 heure, 2 heures. Donc au-dessus d'Avignon, hein, vous nous dites pour oui, on dépasse même Carpentras. D'accord. Et puis c'est très très bien indiqué, surtout si vous tapez Visorando, si vous allez avec ça, ou sur votre GPS vous tapez Mormoiron ou Ville-sur-Ozon. C'est vraiment à équidistance. D'accord. Et donc, vous choisissez l'endroit où vous voulez. Mais il y a le plan d'eau de Mormoiron qui permet de faire une très belle boucle et qui inclut donc non seulement les ocres, mais aussi une grande pinède, des vergers, des champs de vignes. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Sympa. Bon, idée de balade à retenir. Merci beaucoup. Oui, c'est très joli. On a tellement de richesses sur notre beau territoire qu'il faut en profiter. Merci Aurélie. Allez, Marie-Blanche donc, nous a rejoint en cours de route sur cette émission. Puisque vous le savez, on respecte au mieux les mesures sanitaires. Donc, c'est pour éviter qu'on soit trop serré sur les petits bureaux. Donc, la remplacer notre invitée qui nous parlait d'un livre pour, justement, elle aussi nous parler de livres, puisque Marie-Blanche nous propose sa chronique littéraire chaque semaine. Et de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Alors, ce sera peut-être un peu moins festif, un peu moins gai que le livre de l'auteur, puisque ce sont des témoignages. Voilà. Donc, j'ai reçu énormément de témoignages et je trouvais intéressant. Alors, c'est pas forcément, ce sont des livres particuliers qui n'ont rien à voir les uns envers les autres, mais qui sont un peu des guides de vie. Hein. On en a besoin en ce moment, hein, dans cette période un peu de printemps, de renouveau, on a besoin des fois de repartir sur un bon pied. Ouais. Alors on commence par un livre tout à fait original, Corps d'élite, de Michel Poujade. Voilà, et avec Mission et secret d'entraînement, et c'est aux éditions Amphora, une maison d'édition qui finalement est spécialisée aussi dans les témoignages. J'étais venue vous présenter plusieurs bouquins de cette maison d'édition. Alors, Michel Poujade, il faut savoir que c'est un kinésithérapeute spécialisé dans les entraînements sportifs de haut niveau. Et donc, pourquoi il a fait ce livre ? Parce qu'il a constaté en 2018 que des millions de Suédois ont reçu un guide de survie et d'aide en cas de guerre. Ah bon ? Et ça l'a interpellé. Il s'est dit, voilà, effectivement, est-ce que nos militaires, est-ce que nos citoyens, est-ce que nos civils seraient prêts demain pour une guerre? Voilà, c'est ce qui l'a intéressé. Donc, il est allé chercher des témoignages, des anecdotes de militaires, de gens engagés dans les forces spéciales et qui ont témoigné des épreuves qu'ils ont pu avoir pendant des guerres, pendant des combats, pendant des événements comme on a pu avoir des attentats. Et il leur a demandé quelles sont les émotions qu'ils avaient eues, quels besoins ils avaient à ce moment-là et l'entraînement dont
ils avaient besoin pour parer à ces événements. D'accord. Donc c'est très bien fait parce que c'est en 3 zones, comme une zone de guerre. Alors on apprend des choses. Il y a 3 zones. Il y a la zone rouge de guerre, c'est la zone de choc. C'est là où se passe l'attentat, donc où il y a malheureusement les blessés et où on a la surprise du conflit. Ensuite, il y a la zone orange qui est la zone latérale où il y a la défense. Voilà. Et puis la dernière zone, et c'est pour ça que c'est en 3 couleurs, qui est la zone verte où là, c'est une zone, on va dire de sécurité, où les gens sont en arrière du conflit et sont là pour aider au fur et à mesure. Et du coup, c'est un livre qui s'adresse à qui, Alors, Blanche ? moi, je pense que quand même, ça s'adresse à un public particulier, je dirais déjà à toutes les forces de l'ordre qui ont envie d'avoir des conseils là-dessus, hein, tous les engagés, mais aussi aux jeunes qui ont envie de s'engager dans les services militaires pour savoir un peu ce qui les attend. Et oui, de quoi il en retourne, parce qu'on n'a pas idée de ce que c'est. On a des fois l'idée de partir comme ça, de faire un engagement, mais quand on est appelé au combat dans les pays étrangers, hein, il faut le savoir, on a la chance, nous on est en France, mais malheureusement la guerre existe encore dans le monde, et donc il faut savoir être en condition physique, mais surtout aussi morale, pour affronter toutes ces épreuves. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, hein, bon, pour un public ciblé, certes, mais intéressant. Corps d'élite de Michel Poujade aux éditions Amphora. Très bien. Alors, un autre témoignage un peu plus dans l'émotion. Dis merci mon cœur, un hymne à la vie, à l'amour de Patrick Belly. Alors, c'est le parcours, hein, comme c'est en sous-titre, d'une adoption titanesque. Voilà, c'est un couple qui essaie d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas et qui se retrouve au bout de tant d'années 450e sur la liste d'attente. Oui. Donc, parcours du combattant, là, hein, voilà. Pour reprendre une des expressions qui pourrait être dans le premier livre. Tout à fait, le parcours du combattant. Et on se dit, bon, en France, c'est difficile. Alors on se dit, les familles se retournent vers l'étranger. On a l'impression que c'est plus facile. Eh bien non, c'est encore plus difficile. Ce couple a eu l'idée d'aller en 2009 chercher un enfant donc en Haïti. Et, sauf, est-ce que c'était la bonne année ou pas, sachant qu'en 2010, il y a eu ce tremblement de terre qui a fait des milliers de morts et notamment beaucoup de crèches et d'écoles qui ont été touchés par ce tremblement de terre. Donc en fait, ces 2 personnes, ce couple va vivre des embûches du début à la fin pour essayer d'adopter un enfant. Alors c'est un parcours, un témoignage qui alterne avec comme un journal intime, mais aussi toutes les lettres que l'administration leur envoie, ce qui paraît un peu lancinant, mais en même temps on vit avec eux cette charge administrative que l'on peut avoir dans cette démarche. Et puis, il y a des témoignages aussi, des interviews de journalistes qui les ont aidés dans ce périple. Voilà. Est-ce qu'il y a des conseils qui pourraient s'adresser aux parents, aux futurs parents qui souhaiteraient adopter un enfant ? Oui, parce que finalement, en étant non adoptant, on se rend compte qu'il y a les démarches qui sont données là-dedans. Hein, comment faire pour démarcher, pour partir à l'étranger. Et il y a aussi l'idée qu'il faut être en association de parents adoptants, parce que ça aide de pouvoir aller trouver de l'aide, que ce soit morale, administrative et aussi, pourquoi pas financière, hein, ça peut aider aussi dans cette démarche. Donc c'est un très beau parcours, ça commence légèrement, hein, avec un ton léger, et puis de plus en plus on avance dans le stress, on a vraiment envie d'être avec eux. Et j'espère qu'ils ont réussi à adopter un enfant. Alors oui, je vous dis ça pour que l'issue soit quand même plus positive. Voilà, ils y arrivent, mais après moult embûches. Hein, voilà. D'accord, un parcours difficile. Donc c'est à se procurer sur le site de Patrick Belly, hein, c'est en auto-édition. Voilà. Très bien. On finit avec une note d'humour, pardon. Le boulot, ça me travaille, de Lydia Mirjanian. Excusez-moi, c'est difficile à prononcer. Alors là, c'est un livre très humoristique, mais en même temps, il y a un message très fort. Voilà. C'est-à-dire que cette jeune femme-là qui se retrouve dans une entreprise de plomberie qui s'appelle Le Bonjoin, qui en fait a des diplômes, qui est surqualifiée et qui se retrouve là-dedans et qui vit un stress phénoménal. Ce stress, c'est quoi? C'est qu'on lui demande d'être tout commercial, d'être à la vente, d'être partout. Elle essaye de faire du mieux qu'elle peut. Elle voit qu'il y a des employés qui n'en ont rien à faire. Alors, elle est complètement surmenée. Et donc, au fur et à mesure qu'on voit toutes les demandes farfelues des clients, que les employés, on voit un peu les clichés des employés, et elle qui essaie de se surmener, de se donner à fond, eh bien, on se rend compte qu'elle sombre dans un fabuleux burn-out. Ah.
Voilà. Et malgré sa note humoristique qu'elle entretient tout le long du roman, on sent derrière qu'elle en peut plus, qu'elle a un stress, que quand elle rentre le soir, elle ne supporte plus ses filles, qu'elle est vraiment épuisée de charges mentales et physiques de travail. Il faut le dire. Donc ce livre... Donc en fait, ça aborde un sujet grave, mais avec beaucoup d'humour. Hein. C'est bien voilà, ce que je comprends. Parce qu'elle le raconte de façon romanesque, elle se met en scène, et c'est un peu autobiographique, hein, puisque cette jeune femme est donc une humoriste, elle est animatrice de radio, et elle avait écrit un livre sur la Lune que j'étais venue vous présenter. Oui. Voilà. Et c'est son deuxième livre. Et surtout, alors à noter, à l'intérieur, il y a un flashcode, et on peut l'écouter en version audio. Ah, sympa. Elle l'a fait en animation avec des comédiens et tout, c'est très sympa. Ouais. Et puis c'est une manière sympathique de nous faire passer ce message qui est attention, stop. Oui, et surtout, voilà, il faut savoir s'écouter. Voilà. Hein, quand ça va pas, quand c'est trop, il faut aussi un petit peu lever le pied. Voilà, et c'est aux éditions Spinel. Hein, le boulot, ça me travaille. Parfait, merci beaucoup Marie-Blanche, merci Aurélie pour cette idée de balade. On remercie aussi Robert Rossi qui nous a quittés en cours de route. Demain, nous avons rendez-vous avec Philippe Bernard, le président de l'aéroport Marseille-Provence, avec qui nous ferons justement un point sur les modalités de voyage en temps de Covid et les nouvelles lignes aériennes prévues pour cet été. Les astuces de Catherine Fructus pour réaliser soi-même une eau florale. Et puis les bons plans de Marianne avec une sélection de chasse aux œufs en ce week-end de Pâques qui arrive à grands pas. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. À demain, soyez au rendez-vous et d'ici là, on vous embrasse. Salut!